Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadej Irakoze. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 7 août 2020. Tout de suite les titres. Élection ce vendredi d'un nouveau bureau de la Chambre basse du Parlement burundais. Daniel Gelaz Ndabilabe a été élu par tous les députés qui ont participé à ce vote, excepté les députés du parti CNL qui l'ont boycotté. La force de défense nationale burundaise affirme que l'un des employés de l'entreprise Afritextile a été enlevé par un des militaires reprochés de faute pénale. Les employés de l'Afritextile disent que cette victime pourrait être Christophe Nabaresha, porté disparu depuis un mois. Aucune autorité du pays ne peut s'arroger le droit de spolier les paysanats qui ont été octroyés légalement à la population il y a 9 ans. Dans cette édition, vous allez suivre les explications d'un juriste. Voilà pour le sommaire. Fabrice Ndimurukundo est à la cabine de son. Inès Gakidza assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page politique. Le gouvernement du Burundi confirme avoir reçu la correspondance des Burundais réfugiés au camp Mahama du Rwanda, lui demandant de les aider à rentrer au pays. Toutefois, le président Evariste Ndayishimiye souffle le chaud et le froid à propos du retour de ces Burundais. Dans son discours tenu ce jeudi en province Kirundo frontalière avec le Rwanda, le président Ndayishimiye n'a pas expliqué comment le gouvernement burundais contribuera pour le rapatriement de ces Burundais. Pourtant, le HCR Rwanda et le gouvernement du Rwanda, à la sortie de cette correspondance adressée au gouvernement burundais, s'étaient déclarés disposés à collaborer avec tous les concernés pour un rapatriement digne des réfugiés qui le désirent. Suivez le président Evariste Ndayishimiye. Notre gouvernement gère le pays en bon père de famille. On doit s'assurer que la population vit en toute quiétude, que la population n'a pas de problème financier, qu'elle ne court pas le risque de l'insécurité alimentaire. C'est pour cette raison que le gouvernement ne sera jamais tranquille tant qu'il y aura de Burundais qui souffrent, tant qu'il y aura de Burundais qui fuient le pays. Yahungiye hajya hakurya nagomba fata kakajyo kugira ngo. Ici à Kirundo, nous savons bien que vous avez beaucoup de familles qui ont fui le pays vers là à côté. Je profite de cette occasion pour vous demander de prendre vos téléphones pour appeler vos familles. Demandez-les de rentrer au pays natal. Chaque Burundais a le droit de vivre dans son pays en toute tranquillité. Nous savons qu'il mène une vie dure et pénible dans les camps. Le gouvernement ne pourrait pas rester tranquille alors qu'il y a de Burundais qui souffrent. Fort heureusement, ces Burundais ne cessent de demander avec insistance qu'on les laisse rentrer au pays natal. Certains d'entre eux sont même allés jusqu'à écrire au gouvernement burundais demandant des facilités pour qu'ils puissent rentrer au pays. Encore une fois, je dis que l'on ne pourra jamais rester tranquille aussi longtemps qu'il y a de nos compatriotes qui souffrent à l'extérieur du pays. Le président Evariste Ndayishimiye a été repris en langue française par notre confrère Janvier Ninina-Hazgwe. La rédaction de la RPA a pu s'informer sur l'identité des signataires de la lettre adressée à Evariste Ndayishimiye pour lui demander de faciliter le rapatriement des réfugiés du camp de Mahama au Rwanda. Le point commun chez ces signataires réside sur l'appartenance politique et la région d'origine. L'élément sonore n'est pas encore disponible, nous allons y revenir. La Chambre basse du Parlement vient de se doter d'un nouveau bureau. Les membres de ce bureau sont Daniel Gelaz Ndabilabe, élu président de l'Assemblée nationale, Dr Sabine Nakarutimana, élu premier vice-président, et Abel Gachati en tant que deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Le président et le premier vice-président de l'Assemblée nationale sont du parti CNDD-FDD. Le deuxième vice-président vient du parti UPRONA. Les députés issus du parti CNL ont boycotter ce vote. Trésor Nyongabo pour plus de détails.
Vers midi, les 32 députés issus du parti CNL ont décidé de ne pas participer au vote du bureau. Agathon Rwasa a fait savoir aux journalistes sur place que le motif de cette décision est que les députés du CNL ont constaté que les tractations entamées avec ceux du parti au pouvoir CNDD-FDD afin de bénéficier d'un poste au sein du bureau n'allaient pas aboutir. 86 députés du CNDD-FDD, 2 de l'UPRONA ainsi que 2 de la composante Batois ont alors passé au vote des membres du bureau. À l'issue du vote, Gelas Daniel Ndabirabe, qui fut porte-parole du CNDD-FDD, a été élu président de l'Assemblée nationale par tous les 90 députés présents. Dr Sabine Nakarutimana, qui fut ministre de la Santé et aussi du CNDD-FDD, a été élue première vice-présidente avec les 90 députés présents. Quant au poste du deuxième vice-président, il est revenu à Abel Gachatsi de l'UPRONA, élu à 86 voix pour, 1 contre, avec 3 abstentions. Pour Agathon Rwasa, certaines dispositions du règlement d'ordre intérieur ont été modifiées dans l'objectif d'écarter les députés issus du parti CNL. Ils ont plutôt tablé sur le fait qu'ils sont nombreux et au lieu d'approfondir le débat et d'aboutir à des consensus, ils ont préféré passer au vote article par article. Et il n'y a pas eu de vote global pour tout le texte. Toutefois, Agathon Rwasa fait savoir que les députés du CNL poursuivront leurs activités de parlementaires car pour eux, la représentation du peuple ne se limite pas au bureau de l'Assemblée nationale. Après la proclamation des membres du bureau, Pascal Nyabenda, le président sortant de la chambre basse du Parlement, a remis les emblèmes du président de l'Assemblée nationale à son successeur Gelas Daniel Ndabirabe. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page sécurité, les autorités du pays doivent prouver leur attachement à la vie des citoyens, ainsi les protéger et prendre des mesures adéquates lorsque leurs droits sont bafoués, indique le président du FOCODE, Pacifique Ninahazgwe, réagit par rapport à l'assassinat ignoble de 8 personnes au cours de cette semaine en zone Rugari de la province Muyinga, de même qu'en commune Isale de la province Bujumbura. Les victimes ont été brûlées vives par leurs bourreaux. Suivez plutôt Pacifique Ninahazgwe. Des informations extrêmement préoccupantes ont fait état cette semaine de l'incendie d'une maison en province de Muyinga. Un incendie visiblement d'origine criminelle qui a emporté toute une famille, un homme et son épouse ainsi que leurs 3 enfants. Les mêmes informations ont fait également état d'un autre crime similaire en commune Isare de Bujumbura-Rural où 3 enfants ont été également brûlés dans une maison. Ce sont des informations qui nous préoccupent énormément et des informations qui s'ajoutent à beaucoup d'autres cas d'assassinats, de meurtres, de cadavres qui sont rapportés dans plusieurs coins, dans plusieurs localités du pays. Ce qui est davantage plus préoccupant, c'est le silence qu'on observe de la part de plus hautes autorités du Burundi. Normalement, dans des situations aussi graves, il devrait y avoir un message fort de la part du chef de l'État ou du gouvernement, mais les familles perdent les leurs et les enterrent sans la présence de hautes autorités, comme si rien de grave ne s'était passé dans le pays. Nous voudrions demander aux nouvelles autorités du Burundi de montrer un niveau de préoccupation intéressant sur l'importance qu'elles accordent à la dignité de la personne humaine. Et nous voudrions en même temps demander qu'il y ait une enquête sérieuse sur ce qui s'est passé dans ces localités et dans tous ces cas de meurtres qu'on entend dans le pays, et enfin que les auteurs soient sérieusement châtiés conformément à la loi. Nous nous sommes trop habitués à entendre des cas de meurtre, des cas de crimes de ce genre, mais nous devrions être une société qui refuse d'accepter ce genre de criminalité et de normaliser ce genre de situation horrible.
C'était Pacifique Nina Azgue, président du FOCODE. À présent, droits de l'homme, le personnel et les parents des élèves du lycée communal Mwaroussi de la commune Rutovu en province Bururi demandent aux instances habilitées de poursuivre l'enseignant accusé d'avoir engrossé une élève de la 7e année. Comme ce n'est pas pour la première fois, ses collègues déplorent le fait que cet enseignant n'ait jamais poursuivi pour de tels actes, pour la simple raison qu'il jouit de la couverture de certains administratifs. Le point avec Onésime de chez Maguizé. L'enseignant Gérard Ndagijimana, accusé d'avoir engrossé une de ses élèves de la 7e année au lycée communal Mwaroussi en commune Rutovu, travaille comme un vacataire. La victime de cet acte a abandonné l'école au 2e trimestre de l'année scolaire 2019-2020. C'est au cours du 3e trimestre de la même année que le personnel du lycée communal Mwaroussi ainsi que les proches de la victime ont constaté qu'elle a été engrossée. Il précise que sa mère n'a pas osé porter plainte de peur de subir des actes de représailles de la part de cet enseignant qui fait partie des responsables de Imbonerakure. La mère de la victime n'a pas porté plainte contre cet enseignant car il fait partie des chefs collinaires. Il est aussi protégé par certains administratifs locaux, notamment Butoyi Radan, le chef de la colline Mwaroussi, ainsi que Renova Abonimana, le chef de la zone Muhweza, natif de la colline Mwaroussi, en même temps président du parti CNDD-FDD dans cette zone. L'enseignant Ndagijimana Gérard est aussi vice-président des Imbonerakure de cette colline. Pour le personnel du lycée communal Mwaroussi, ainsi que les parents des élèves de cet établissement, ce n'est pas la première fois que l'enseignant Ndagijimana est cité dans les actes de viol. Il demande aux instances habilitées de le poursuivre afin qu'il réponde aux actes qui lui sont reprochés. À ce propos, nous avons essayé de joindre les responsables administratifs en commune Rutovu, dont Renova Habonimana, le chef de la zone Muhweza, accusé d'assurer la protection de cet enseignant, mais il s'est refusé à tout commentaire. Merci Onésime de Chimagidze. Inquiétude chez les parents d'une jeune fille qui a été violée par un vieillard de sa famille en zone Muzenga de la commune Rutovu, province Bururi, pour cause le refus de délivrer le procès verbal de l'interrogatoire que l'officier de la police judiciaire a mené à l'endroit du prévenu. Un procès verbal sollicité par le centre Seluka qui a diagnostiqué la victime afin de poursuivre le dossier en justice. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo. Les inquiétudes qu'éprouvent les parents de la jeune fille abusée sexuellement vendredi dernier par un vieillard de sa famille sont relatives au procès verbal sur l'interrogatoire que l'OPJ a mené à l'endroit du prévenu. L'OPJ Anatole Alikungoma a carrément refusé de livrer son PV au centre Seluka pour faciliter les démarches judiciaires, comme le témoigne un des voisins des parents de la victime. Lorsque nous sommes arrivés avec la victime au centre Seluka, le médecin de ce centre a consulté l'enfant et devrait dresser un rapport médical pour nous renvoyer en justice. Mais pour compléter ce rapport médical, ce médecin a besoin du PV de l'interrogatoire que l'OPJ a mené envers le présumé. Malheureusement, l'OPJ a refusé de nous donner ce procès verbal. Les voisins de la famille de la jeune fille affirment que cette dernière est actuellement sous menace et intimidation. Ils craignent aussi un probable intéressement à l'endroit de la police pour libérer Serge Ngendakuriyo, présumé auteur du viol. Les parents de la victime ne sont pas instruits. Ils sont facilement manipulables. Ils sont intimidés par le voisinage. Nous savons qu'on peut faire recours à la corruption puisque tout est possible. Ce n'est pas la première fois que le présumé auteur du crime soit interpellé dans de tels dossiers. À ce propos, nous avons contacté Anatole Alikungoma, l'officier de la police judiciaire en commune Rutovu, mais il nous a raccroché au nœud juste après notre première question. Merci Nossa Valentin Singilangabo, toujours en parlant droits de l'homme. Un mois déjà, jour pour jour, que l'employé de l'entreprise Afritextile, Christophe Nhabaresha, a été porté disparu sur la liste des militaires reprochés de fautes disciplinaires et pénales sortis par la Force de défense nationale burundaise. Figure pourtant le nom d'un militaire accusé d'avoir enlevé un employé de l'Afritextile. Le point avec Vicky Chris Ninailetse. Il s'agit de Djumanzo Saba, de grade de caporal-chef 67 618 /HR 17095 de la matricule.
Il figure sur la liste affichée par l'armée burundaise des militaires accusés de fautes disciplinaires et pénales. Sur cette liste, le caporal-chef Jumanzo Saba est accusé d'avoir enlevé une personne qui prestait à l'entreprise Afritextile au mois de juillet, précise le communiqué de l'état-major général G2 du 30 juillet. C'est le même mois que Christophe Nabaresha a été porté disparu. Au sein de l'entreprise Afritextile, les collègues de Christophe Nabaresha indiquent qu'il ne s'agit d'autres employés de l'Afritextile que Christophe Nabaresha, cité par l'état-major comme porté disparu. C'était notre part aidé militaire en faute disciplinaire et pénale au cours du mois de juillet 2020. Nous par l'enlèvement d'une personne travaillant à Afritextile. Maintenant, il n'y a pas de doute, Christophe a été enlevé par un militaire burundais. Au cours du mois de juillet, ce monsieur Nabaresha Christophe a été disparu. Il était le chef comptable à Afritextile. Le personnel de l'Afritextile demande à l'armée burundaise ainsi qu'à d'autres institutions compétentes de contribuer pour retrouver Christophe Nabaresha. L'armée burundaise doit montrer le sort de Christophe. Si Christophe est encore en vie, nous demandons qu'il soit libéré pour qu'il revienne au travail. S'il est mort, nous demandons à l'armée de montrer son cadavre afin que sa famille rentre dignement. Nous interpellons aux défenseurs des droits de l'homme, à la justice burundaise, d'approcher l'état-major général pour que la famille de Christophe ainsi que les collègues de Christophe sachent la réalité des faits. Dans ce même communiqué, la force de la défense nationale fait savoir que le militaire Jumanzo Saba, accusé de l'enlèvement d'un employé de l'Afritextile, est en cavale. À ce sujet, nous avons essayé de contacter Floribert Ebiereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci Vicky Krisniniretse. En page justice, au PP2, Gilbert Ngendangadzi, chef de poste de Gihofi en province de Rutana, a été arrêté ce jeudi dans l'affaire de Kayogoro sur ordre du parquet général près la cour d'appel de Makamba. Cet officier est accusé d'être impliqué dans des crimes de vol, extorsion et assassinat de tâcherons burundais en provenance de la Tanzanie. Il est actuellement détenu dans les cachots du parquet de Makamba. Vous saurez que dans cette affaire de Kayogoro, plus de 20 personnes, dont des agents de force de l'ordre, des administratifs et des Imbonerakure, ont déjà été arrêtés et certains d'entre eux sont actuellement incarcérés à la prison centrale de Murembwe en province Rumonge. Toujours en parlant justice, détention depuis 9 mois et 16 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Modzenzi et Gide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Dans un instant, la page gouvernance. Revenons sur cet élément sonore de la page politique. La rédaction de la RPA a pu s'informer sur l'identité des signataires de la lettre adressée à Évariste Ndayishimiye pour lui demander de faciliter le rapatriement des réfugiés du camp de Mahama au Rwanda. Le point commun chez ces signataires réside sur l'appartenance politique plutôt et la région d'origine. Les détails avec Walter Kwizera. Ils sont au nombre de 5, les réfugiés burundais se trouvant au camp d'Omahama au Rwanda qui ont signé la lettre adressée à Évariste Ndayishimiye pour solliciter son intervention dans leur rapatriement. Tous les 5 sont originaires de la région nord du Burundi, à savoir Kirundo et Muyinga. Emmanuel Bizimana, le chef de ce groupe des signataires de cette lettre, est natif de la commune Bugabira dans la province Kirundo. Il a pris le chemin d'exil en 2015. Les sources de la RPA indiquent qu'en 2005, Emmanuel était le président du conseil communal de Bugabira, même s'il a été limogé de ses fonctions avant la fin de son mandat. En 2010, Emmanuel Bizimana était membre du parti Frodebu Nyakuri et conseiller de Dr Jean Minane, qui était le patron de ce parti. Ce dernier affirme avoir connu Emmanuel car ils étaient dans le même parti
parti politique, mais dit tout ignorer à propos de la lettre adressée à Évariste Ndayishimiye. Le deuxième parmi les signataires de cette lettre est Seleucus Hatungimana, originaire aussi de la commune Bugabira, de la même province Kirundo. Pour le moment, il fait le transport à moto au camp de Mahama. Le troisième signataire de cette lettre est Romuald Ndaikengurutse. Il est né en commune Bwambarangwe de la province Kirundo et il est enseignant. Nos sources à Mahama indiquent que Romuald était membre du groupe rebelle FNL quand il était encore au maquis. Romuald aurait voulu faire partie de l'armée burundaise, un souhait qui n'a pas pu être réalisé. L'autre que la RPA a pu identifier parmi les signataires de la lettre est Diomed Ndagijimana, membre du parti CNL, originaire de la commune Giteranyi, province Muyinga. Nos sources révèlent qu'il était enseignant à Muyinga, mais qu'il a abandonné son métier par après, suite aux menaces qu'il subissait de la part des militants du parti CNDD-FDD. Le nommé Eric Ntaganzwa est le dernier de la liste des 5 signataires. Eric était juge en commune Giteranyi dans la province Muyinga, mais par la suite, il a été transféré à Gasorgwe. En exil au camp Mahama, il exerce comme enseignant dans le camp. Nos sources au camp de Mahama indiquent que certains de ces signataires étaient chargés d'élaborer les listes pour les donner à Emmanuel Bizimana, un des chefs du dit groupe. Ce dernier les transmettait au nommé Seleucus Hatungimana pour les enregistrer dans la machine. Nombreux des réfugiés de ce camp, Mahama, se sont retrouvés sur cette liste sans leur consentement. Merci Walter Kwizera. En page gouvernance, aucune autre décision ne peut primer sur une loi votée et promulguée en bonne et due forme. Propos d'Emmanuel Nkengurutse, juriste et ancien sénateur. Sa réaction est consécutive à la décision du gouverneur de Bujumbura, Désiré Nsengiyumva, qui suspende tous les travaux en cours dans les propriétés de la zone Maramvia, arguant qu'il s'agit des paysanats et qu'ils appartiennent donc à l'État. Pourtant, le Code foncier de 2011 accorde la pleine propriété des paysanats à leurs exploitants réguliers. Emmanuel Nkengurutse. Les questions qui se posent concernant les terres de Maramvia, il faut distinguer s'il s'agit de terres de paysanat ou alors de terres qui sont situées hors paysanat et qui constituent normalement des réserves foncières de l'État. Lorsque le différend concerne les terres de paysanat, là, ils n'ont pas raison parce que la loi foncière, le code foncier, adopté en 2011, spécifie de manière très claire dans son article 455 que les détenteurs de parcelles constitutives de paysanat dont leur occupation a été régulière et légale obtiennent la pleine propriété. Par conséquent, il n'y a aucune instruction, fût-elle du gouverneur ou de l'administrateur, qui pourrait remettre en cause une disposition d'une loi. C'est impossible. Je voudrais insister sur le fait que, en 2011, la population qui occupe les terres de paysanat ont eu raison, ont eu une victoire contre l'État. Parce que la population disait, nous sommes fatigués d'être réellement des vaguereguas de l'État. Par conséquent, nous réclamons la pleine propriété des terres que nous occupons depuis des lustres. Et ça, c'était une victoire. Personne ne pouvait donc remettre en cause leur victoire et les exproprier indûment. C'était Emmanuel Nkengurutse, juriste et ancien sénateur. Parlons société. Les habitants des collines Kigwati 1 et Kigwati 2 de la zone Lukaramu, commune Mutimbuzi, province Bujumbura, totalisent bientôt une semaine sans être alimentés en eau potable. Cette population indique que si rien n'est fait, elle risque d'attraper des maladies des mains sales. Les détails avec Manuel Ndayishimiye. Les habitants des collines Kigwati 1 et Kigwati 2 de la zone Lukaramu, commune Mutimbuzi, indiquent qu'il y a manque d'eau potable. Cette population indique que d'habitude, l'eau est disponible quelquefois la nuit, mais presque une semaine vient de s'écouler sans être servie. Avant, on pouvait avoir de l'eau pendant les heures avancées de la nuit et on attendait toute la nuit pour être servi. Mais pour le moment, il n'y a aucune goutte. Que les responsables de la régie des eaux saisissent cette question car nous sommes dans une situation difficile. Ces habitants de la zone Lukaramu font savoir qu'ils puisent de l'eau sale de la rivière Manda et s'il y est fait, ils risquent d'attraper les maladies des mains sales. Depuis le début de ce mois d'août, nous n'avons pas d'eau potable. Il faut aller à la rivière Manda pour puiser de l'eau à utiliser. Il faut qu'ils nous viennent au secours car nous pouvons attraper des maladies des mains sales. Étant donné que même l'eau puisée dans la rivière Manda
est impur. À propos de ces lamentations, nous avons essayé de joindre par téléphone Leonidas Nibigira, chef de zone Rukaramu, mais il n'a pas décroché son téléphone. Emmanuel Ndayishimiye, dernier dossier de cette édition avec la page réfugiés. Certaines Burundaises réfugiées au camp de Nakival n'ont pas de moyens suffisants pour payer les études pour leurs enfants. Parmi elles, il y en a qui affirment avoir été abandonnées par leur mari. Reportage d'Emile Nibasumba. Cette femme indique que son mari a été assassiné au Burundi en 2016, ce qui l'a poussé à s'enfuir vers l'Ouganda dans le camp des réfugiés de Nakival. Elle avait quitté le pays en compagnie d'un enfant et selon elle, une amie a permis à ses deux autres enfants de la rejoindre dans le camp. Après avoir récupéré mes enfants, il y a un homme qui m'a promis de m'aider. Il m'a construit une maison. Il m'a convaincu que nous pouvions vivre ensemble. Après m'avoir engrossé, cet homme m'a abandonné. L'enfant a aujourd'hui 1 année et demie. La vie est devenue compliquée. Je n'ai même pas les moyens pour payer les études de mes enfants. Ils ont abandonné l'école. Cette femme de 30 ans demande au bienfaiteur de lui accorder un capital pour démarrer une activité génératrice de revenus. Merci Emile Nibasumba. Et voilà, c'est ici que prend fin le journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 7 août 2020. Merci à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.